Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale tournée dans le cadre des semaines d'information sur la santé mentale. Le fil rouge de ce plateau est discrimination et inclusion sociale. Autour de moi, 4 invités. Stéphane Danvin, directeur adjoint du SAV 68, le service d'accompagnement vers l'emploi du Haut-Rhin et membre de l'association Sinclair à Mulhouse. Catherine Girard, chargée de développement au Centre de réadaptation de Mulhouse. Jean-François Muller, membre de l'UNAFAM, Union nationale des familles et amis de personnes malades et ou handicapées psychiques. Et Thibault Ludwig, chef de service de l'association Appui à Mulhouse. Bonjour madame, bonjour messieurs. Bonjour. Je vais commencer avec vous, Jean-François Muller. Vous êtes le représentant des familles et des proches par le biais de l'UNAFAM, on l'a dit. Lorsqu'on parle de discrimination sociale et maladie psychique, qu'est-ce que cela évoque dans le quotidien des familles et des proches de malades? Je dirais que dans les témoignages et les familles que nous rencontrons, cela évoque 3 sujets, 3 préoccupations. Une préoccupation, c'est l'accès à l'emploi. Une deuxième préoccupation fréquente, c'est ce qui peut être en amont, c'est-à-dire la formation qui permet peut-être d'acquérir une compétence professionnelle. Et le troisième volet est le volet de l'habitat. 3 sujets de discrimination et de préoccupation majeures pour les familles. Alors je vous propose de commencer par le volet emploi. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer de quelle façon se manifestent ces discriminations? Je pense à 3 axes, il y en a encore d'autres, mais pour essayer d'être synthétique, 3 axes. Le premier peut-être est le regard que l'on porte sur la personne qui accède à l'emploi. J'essaierai de l'illustrer par un témoignage d'une famille qui rapporte que lorsque son proche accède enfin à l'emploi, il arrive avec, en même temps, dans le service où il arrive, l'étiquette « on a embauché un schizophrène ». Ce qui est quand même assez difficile à vivre pour s'inscrire et s'inclure dans une équipe. Le deuxième volet, peut-être, que l'on entend auprès des familles, est la méconnaissance de ce que représente dans le quotidien du travail le handicap psychique. Comment comprendre la fatigue, comment comprendre le manque de concentration qui peut laisser penser à un laisser-aller, comment comprendre le stress, l'angoisse, comment comprendre des absences répétitives. Tous ces éléments font qu'effectivement une discrimination s'inscrit. Et ensuite, je dirais peut-être un dernier aspect, qui est plutôt une discrimination positive. C'est que cet accès à l'emploi est faisable à notre goût ou à notre expérience avec au moins deux acteurs principaux. J'appellerais le tuteur de bienveillant dans l'entreprise, et ça marche. Et puis ensuite le parcours qui fait que tout seul, la personne ou même la famille seule n'y arrive pas, et c'est vraiment le besoin de structures d'accompagnement spécialisées vers l'emploi pour les malades psychiques qui est importante. Alors on reste dans cette thématique de l'emploi avec un exemple concret, le SAV, le service d'accompagnement vers l'emploi du Haut-Rhin. C'est pour ça que je me tourne vers vous, Stéphane Danvin. Vous intervenez dans le cadre de l'association Sinclair à Mulhouse. Comment fonctionne déjà ce dispositif du SAV ? Alors le service d'accompagnement vers l'emploi de l'association Marguerite Sinclair est un service qui va accompagner vers l'emploi en milieu ordinaire de travail des personnes porteuses d'un handicap psychique via des prestations d'appui spécifiques à AGEFIP. Je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est un service qui accompagne aussi, entre parenthèses, des personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme via un dispositif nommé emploi accompagné avec également un financement AGEFIP, mais ARS et FIPHFP. En ce qui concerne l'accompagnement du service pour les personnes avec handicap psychique, effectivement, comme le dit M. Muller, ce qu'il faut faire, c'est expliquer. Expliquer aux différentes personnes, l'employeur pour commencer, parce que la discrimination, on va la trouver dès la période de recrutement. Expliquer au collectif de travail, ça va être important aussi quand la personne est en poste, ce qu'est le handicap psychique. Non pas partir sur un diagnostic, mais expliquer effectivement que
je dirais que même au-delà de l'explication, c'est plutôt porter dans un premier temps le regard sur la compétence plutôt que sur le handicap. Alors, ça, c'est déjà la première chose. Ce qu'on va vendre à une entreprise, c'est de la compétence, pas du handicap. Ensuite, derrière, effectivement, le handicap psychique, même s'il est invisible, va présenter quelques manifestations dans le cadre de l'emploi. Vous le disiez tout à l'heure, notamment une fatigabilité plus grande que la moyenne, liée et à la pathologie et au traitement, mais également des difficultés d'ordre cognitif, problèmes de concentration, problèmes de mémorisation, difficultés à la gestion de son poste de travail. Donc, c'est par des compensations, c'est par de l'explication qu'on va pouvoir permettre à la personne de s'inscrire correctement sur son poste de travail et évoluer du mieux possible dans l'entreprise. Du coup, il faut aussi faire appel à plus d'empathie de la part des employeurs quelque part et des personnes qui vont travailler avec cette personne souffrant de troubles psychiques quelque part. De l'empathie, je ne sais pas. Disons qu'il faut expliquer que la personne avec un handicap psychique a des compétences comme toute autre personne et que derrière, s'il y a des difficultés, elles sont largement compensables, qu'il y a tout un tas de mesures qui sont mobilisables au regard de la GFIP pour les entreprises privées, au regard du FIPHFP pour les entreprises publiques et qu'à partir du moment où on compense le handicap, la personne peut être un salarié complètement performant dans l'entreprise. Est-ce que ce handicap est compensé dans tous les métiers? Est-ce qu'une personne souffrant de troubles psychiques a accès à n'importe quel métier? Alors pour nous, l'idée, c'est de dire que oui. Alors il y a un travail d'élaboration de projet qui doit se faire en amont. Ça, c'est un élément extrêmement important de notre accompagnement. Définir un projet professionnel en fonction d'une des envies de la personne. Il faut avoir envie pour pouvoir se maintenir dans un emploi, particulièrement pour les personnes en souffrance psychique, qui va dépendre aussi du marché du travail, bien évidemment, des capacités de la personne et enfin des compétences, mais compétences qu'on va pouvoir développer comme tout à chacun avec des formations, notamment en mobilisant fortement le Centre de réadaptation de Mulhouse. On y reviendra bien sûr aux compétences du Centre de réadaptation de Mulhouse et à leur accompagnement. J'avais encore une question à évoquer avec vous, c'est le revenu en fait. Parce que tout travail mérite salaire, comme on le dit si bien dans la vie courante. Travailler plus pour gagner plus, il me semble que c'était une phrase que quelqu'un a dit. Le gros problème dans le cadre du handicap en général, et évidemment du handicap psychique, parce que une des grosses compensations du handicap psychique, ça reste le temps de travail. Et une personne, si on veut qu'elle se maintienne, va devoir travailler à temps partiel. La grosse difficulté, c'est que aujourd'hui, le système qui est en place va entraîner au final une perte de revenus pour les personnes qui vont aller travailler. C'est-à-dire que quand une personne a une allocation adulte handicapé, qu'elle peut cumuler encore aujourd'hui avec des allocations spécifiques de la solidarité pour un montant à peu près de 1 350 € net par mois. Quand elle va devoir aller travailler, elle va perdre ses ASS, parfois l'allocation adulte handicapé si le temps de travail dépasse un mi-temps. Du coup, la personne va travailler sur un temps partiel pour 900 et quelques euros par mois. Donc voilà. Ça effectivement rend compliqué l'accès à l'emploi pour ces personnes-là. Encore une fois, pas par manque de motivation, parce qu'elles ont réellement envie de travailler, mais tout simplement parce que financièrement, et on peut tous se mettre à leur place, entre 900 € en allant travailler et 1 350 en restant à la maison, on va tous faire, je pense, ici le même choix. Jean-François Muller, on va rester sur cette thématique, sur cette problématique en fait par rapport à l'accès à l'emploi et aux revenus. Vous qui êtes aux côtés de ces personnes atteintes de troubles psychiques, des familles, des aidants, comment est appréhendée cette question du travailler plus pour gagner moins au final? Je dirais qu'au niveau des familles, les familles sont partagées. Pourquoi sont-elles partagées? Parce qu'il y a cette peur. Il y a d'abord cette peur de la rechute. En se disant l'emploi n'est pas tout à fait adapté. Donc la surcharge de stress font qu'il y a cette appréhension. Et j'ai l'impression que souvent les familles, dans de nombreux cas, ne croient plus trop à un emploi régulier de leurs proches. Ils n'y croient plus trop. Ensuite, s'agissant des ressources, c'est vrai, et je ne peux que souscrire complètement à ce qu'évoque Stéphane Dormin, c'est que la réalité est que le système actuel n'est absolument pas motivant pour reprendre son travail, et je pense que nous ne pouvons pas nous pouvons pas imaginer l'effort que ça peut représenter
que d'essayer d'aller travailler tous les matins de façon régulière, alors même qu'on a moins d'énergie, que c'est bien plus compliqué. Et en même temps se pose la question de la reconnaissance sociale. C'est vrai qu'aller travailler, c'est une reconnaissance sociale, c'est une dignité. Et on voit bien qu'actuellement, le système pose problème par rapport à cela. Et enferme finalement la personne. Finalement, on a des maladies psychiques dont une des caractéristiques est le repli sur soi. Et le système, malheureusement, tel qu'il est fait d'un point de vue financier, n'invite pas à l'ouverture sociale. Et Stéphane Normand, est-ce qu'il y a des solutions par rapport à ce problème de revenus et de cumul des aides, ou est-ce qu'on peut imaginer des choses peut-être? C'est l'occasion. On pourrait imaginer le maintien des aides avec l'emploi derrière, en tout cas que déjà la personne ne perde pas, parce que encore une fois, quand vous disiez Monsieur Muller que certaines personnes ne croient plus à l'emploi c'est aussi un formidable vecteur de réhabilitation sociale, effectivement. C'est changer de statut. Une personne qui travaille, c'est plus une personne qui est considérée uniquement comme quelqu'un de malade. Donc la volonté d'aller travailler, elle est là, elle est extrêmement présente pour ces personnes-là. Derrière, il faudrait au moins qu'elles aient la garantie d'un revenu équivalent. Voilà, peut-être pas plus, encore que, mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est pas moins. Alors ce qu'il y a de fort dommage, c'est que nous, on va être obligé d'éclairer un petit peu ces personnes sur cet aspect-là, parce qu'il faut qu'ils sachent que si on travaillait, pour beaucoup, il y aura moins de ressources. En même temps, c'est encore les enfermer, effectivement, dans la stigmatisation et dans l'image de personnes qui ne font rien, qui n'ont envie de rien faire, alors que c'est totalement faux. Mais est-ce que cette envie, elle est plus forte que, entre guillemets, les revenus perçus? Est-ce que vous avez des cas comme ça? Pour certains, c'est le cas. C'est le cas et c'est compliqué parce que derrière, en ce qui concerne en tout cas les 7 années, 6 ou 7 années où le cumul ASS-AAH sera encore possible, si on quitte entre guillemets cette situation confortable financièrement, on ne peut pas la récupérer derrière. D'accord. Donc c'est une vraie prise de risque sur le plan financier. Je me permets de dire que c'était d'une façon générale, au-delà de la dimension de l'emploi, une préoccupation qu'il y avait dans la réflexion qu'il y avait sur le revenu universel. S'agissant de dire que le revenu universel ne doit pas inclure l'allocation à vie handicapé, puisqu'il était question que tout ça se fond. On n'a pas choisi d'être handicapé, on n'a pas choisi, donc que ce soit l'AH. Je dirais c'est un moyen, c'est une spécificité. Et il y a effectivement beaucoup d'associations de personnes en situation de handicap qui se sont mobilisées pour dire non, l'AH ne doit pas être fondue dans un revenu universel. Au-delà de l'AH, c'est plus le cumul AH-ASS aujourd'hui qui pose souci. Parce que sur l'AH, si une personne travaille et si elle travaille à mi-temps, on arrive en tout cas à pouvoir parfois obtenir le maintien de l'AH malgré l'emploi qui va venir derrière en complément si la personne gagne moins. Avec en même temps le rôle important des MDPH qui sont plus ou moins sensibles au handicap psychique. Il faut dire que sur le Haut-Rhin, on a des MDPH très, très sensibilisés à la spécificité du handicap psychique, ce qui n'est loin pas le cas dans d'autres départements. Alors l'accès à l'emploi, on l'a vu, c'est compliqué pour plein de raisons, mais la discrimination existe également en amont, dans la formation. Comment cela se traduit-il sur le terrain, Jean-François Muller? Je commence par vous. Peut-être, là j'entends l'écho de certaines familles. C'est vrai qu'en face de moi, il y a quelqu'un qui connaît bien le sujet. On ira tout à l'heure. Qui connaît bien le sujet. Intervention. Et je pense là aussi, ce que nous on peut constater, je vais parler plutôt de l'expérience mulhousienne, qui est quand même originale, et en même temps, ce que nous percevons, les retours que nous avons, c'est entre la compréhension réelle du handicap psychique et de la difficulté qu'il y a dans un parcours de formation, et la transposition de cela dans l'organisationnel. Alors, je prendrai peut-être pour l'illustrer un ou deux exemples. La bienveillance d'abord. La bienveillance où effectivement les équipes pédagogiques comprennent parfaitement la difficulté de la fatigabilité qui font qu'effectivement on va essayer, et c'est fait, et c'est réellement effectué, d'adapter un horaire de formation, de peut-être limiter un peu le temps de présence, mais ceci toujours dans un cadre légal. Or, on l'a évoqué tout à l'heure, une situation qui est vraiment très 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 fréquente, c'est que très rares seront les personnes qui seront en capacité de travailler à temps plein. La plupart des gens vont travailler à temps partiel.
Or, le système tel qu'il est aujourd'hui fait que la formation est formatée pour un enseignement à temps plein. Et malheureusement, pour certaines personnes, le système fait que nous testons l'endurance d'une personne qui elle-même sait très bien que plus tard, elle ne travaillera qu'à temps partiel. Et on a ressenti, les familles nous disent bien, on ressent bien la tension des équipes pédagogiques qui comprennent le problème, et en même temps un système qui dit, pour l'instant, on n'en est pas encore à avoir pensé une formation adaptée, parfaitement adaptée à la singularité du handicap psychique. Mais il y a déjà cette sensibilisation. Je dirais le cadre légal, mais je ne suis pas assez compétent dans le domaine, mais je crois que le cadre légal va peut-être évoluer un peu. Mais c'est vrai que c'est très difficile et on voit des personnes qui finalement abandonnent le parcours de formation, non pas par intérêt, mais par incapacité à suivre le programme tel qu'il est établi, alors même que les enseignants ne demandent pas mieux que d'adapter. D'accord. Alors Catherine Girard, vous êtes chargée de développement au sein du Centre de réadaptation de Mulhouse. Est-ce que vous pouvez nous faire un retour sur vos expériences terrain par rapport à cette problématique de formation ? Oui, alors je vais prendre le relais de Monsieur Buller, je suis tout à fait d'accord avec lui. Les adaptations qu'on va pouvoir mettre en place vont se faire dans un moule qui est préétabli. Et donc, il va y avoir un certain nombre de choses qui peuvent être faites, alors plus ou moins bien, mais un certain nombre de choses vont pouvoir être faites. En revanche, nous sommes dans un cadre où la formation s'entend à temps complet, et donc va demander aux personnes de s'y conformer et donc de prendre le risque de la fatigue, du stress et puis de rupture. Donc, tant que le moule sera un moule effectivement aussi peu adaptable, nous devrons, alors que ce soit en interne ou en externe avec les partenaires, lutter sur des questions de rupture de parcours, de comment faire pour que la personne tienne. Donc, dans le cadre des adaptations, il est possible malgré tout d'aménager des horaires, de tenir compte d'un certain nombre de choses. De tolérer des absences, de prévoir du temps pour la gestion de ces absences et de ces retards éventuels ou de ces décalages. En revanche, la personne est inclue dans un collectif et va naturellement se comparer à l'ensemble du collectif, va comparer sa progression à l'ensemble du collectif et lorsqu'il y aura décalage, cela va générer du stress supplémentaire qui va conduire plus souvent à la rupture. Alors, il y a quelques expérimentations qui sont faites pour aménager tout ça. L'idée, c'est quand même de comprendre que le temps partiel est bon pour les malades psychiques, mais est bon aussi pour de nombreuses autres personnes, quelle qu'en soit la raison, et pourquoi pas aller vers des formations qui soient moins ambitieuses en termes de temps. Et puis, alors ça c'est assez nouveau, c'est l'expérience du confinement nous a obligés à mettre en place des modalités très différentes et on peut imaginer que nous arrivions et que nos tutelles acceptent de plus en plus qu'on puisse combiner les parcours de manière à les rendre beaucoup plus personnalisés et ainsi moins stigmatisants, dans le sens où si tout le monde a un parcours personnalisé, la personne qui serait à temps partiel ou qui aurait des modalités présentielles, distancielles, le vivrait aussi moins mal. Est-ce qu'il y a d'autres leviers que vous pouvez activer dans la lutte contre la discrimination dans ces parcours de formation ? Alors oui, donc toujours au niveau des adaptations, on parlait tout à l'heure de la bienveillance des équipes, bon ça c'est ce qui est souhaité. Malgré tout, il y a beaucoup à former, beaucoup à faire comprendre que les adaptations, lorsqu'on est face à un handicap invisible, handicap invisible, adaptation invisible en général, on est beaucoup plus sur des adaptations de l'ordre organisationnel, humaine, et c'est vrai que parfois les équipes ont du mal à le comprendre. Il est beaucoup plus facile d'imaginer mettre une rampe pour quelqu'un qui est en fauteuil roulant que de comprendre qu'une personne qui semble normale, valide, ne le soit pas et ait besoin de choses qui soient un petit peu différentes. Donc on essaie de former les équipes. Alors là je parle de notre centre, mais quand on parle de formation, on parle de tous les organismes. Il y aurait à former toutes les équipes à comprendre qu'une personne parfois se connaît
et donc peut aussi dire ce qu'elle souhaite, ce qu'elle ne souhaite pas, ce qu'elle peut faire, et partir de ses besoins, partir de ses attentes pour aménager un horaire, pour laisser la personne choisir sa place en formation, parce qu'elle se sentira plus à l'aise à cette place plutôt qu'à une autre, ne pas manger en même temps que tout le monde parce que c'est trop de monde, etc., etc. Donc au niveau des adaptations, il y a à comprendre, mais là c'est pour le handicap invisible au complet, qu'un handicap invisible génère parfois énormément, presque beaucoup plus d'adaptation que lorsque le handicap est visible. Et puis, en termes de discrimination, je tenais à rajouter qu'il y a quand même souvent des discriminations à l'orientation. Alors, je vais prendre les orienteurs au sens large. Ça peut être des conseillers, ça peut être les personnes elles-mêmes, ça peut être parfois la MDPH. Il va y avoir des orientations qui sont assez stéréotypées. Il y a beaucoup d'interdits dès lors qu'il est question de maladie psychique. Des métiers, des pans de métiers vont être déconseillés. Alors pas forcément avec malveillance, mais avec l'idée que la personne va subir trop de stress, ça va la mettre en difficulté. Donc pour l'épargner, eh bien quelque part on lui interdit le métier. Donc pour moi ça c'est une discrimination importante et il y aurait lieu de laisser la personne tester ce choix. Elle peut se tromper, il est très très important et c'est pour ça que les partenariats avec les structures d'accompagnement sont vitales. Il est important que la personne ait des expériences, puisse traiter ces expériences. Parfois elles sont difficiles parce que la personne va faire un stage, va faire une immersion, va se rendre compte qu'elle n'y arrive pas, elle va être déçue. Les équipes d'accompagnement vont pouvoir traiter cela et puis faire des choix et aller vers des métiers qui vont être totalement différents que ceux imaginés au départ. Est-ce que vous avez déjà des exemples par rapport à des orientations? Oui, alors on a énormément d'orientations en informatique, par exemple. Alors là, c'est un cas un petit peu typique parfois, parce que la personne elle-même va se sentir bien derrière un PC parce qu'elle y fait plein de choses. Et son environnement va se dire, c'est vrai que si elle est derrière un PC, elle est dans un environnement connu, donc ça va bien se passer. Sauf que l'environnement des métiers de l'informatique va être extrêmement différent. Si je pense au développement, qui est un grand classique, on est sur du projet, donc il y a des temps contraints, il y a des clients avec des exigences, il y a des projets sur des dates courtes qui vont générer beaucoup de stress. Donc il faut pouvoir ouvrir les orientations et surtout ne rien s'interdire et aider les personnes à ne rien s'interdire en termes d'orientation. On n'a jamais la bonne solution à la fin. On n'a pas de martingale, de recette, mais en tout cas, tous essayent. C'est ce que je disais tout à l'heure, l'importance de l'élaboration du projet professionnel en partant vraiment de l'envie de la personne. Les compétences, on va pouvoir les acquérir, peu importe, c'est pas à ça qu'il faut s'arrêter. C'est vraiment l'envie, c'est vraiment la définition d'un projet professionnel qui soit construit dans le temps, qui soit validé d'une manière théorique dans un premier temps. C'est voir un petit peu en quoi consiste le métier, mais évaluer également tout son environnement, parce que souvent c'est dans la relation à l'autre que va se manifester le handicap psychique. Et ensuite, c'est effectivement mettre en place du stage qu'on va évaluer. Ça va permettre à la personne de se rendre compte aussi de ses limites sur tel ou tel poste, de ses envies qui n'étaient pas les bonnes forcément au démarrage, et de réévaluer ce projet-là par la suite. Donc l'accompagnement effectivement va permettre de garantir un maximum de succès dans les choix d'orientation et notamment dans les définitions des formations qu'on va mettre en place. Alors, il reste une autre problématique dans l'inclusion de ces personnes souffrant de troubles psychiques, c'est celle de l'accès au logement. À quoi sont confrontés les proches de ces malades? Je reviens vers vous, Jean-François Muller. Je dirais qu'il y a, suivant l'histoire de vie de la personne, on voit un peu différentes périodes, je dirais, dans cette histoire de vie. Une première période qui est la sortie de l'hôpital. La sortie de l'hôpital, la sortie de la crise. Où va-t-on aller? Les familles sont un peu dans l'ambivalence, c'est-à-dire accueillir la personne avec toute la charge que cela représente. Puis c'est accueillir souvent un adulte jeune qui a envie de vivre son indépendance. Et en même temps, il est vulnérable. Donc il y a cette tension entre accueillir et en même temps laisser libre. Laisser libre, c'est où alors? Où aller? Ce qu'on entend souvent les familles, c'est on va essayer qu'ils soient logés pas trop loin de chez nous. Comme ça, on pourra avoir un œil bienveillant.
quelle est la juste position? C'est une question qui est posée. Et puis il y a l'épuisement des familles réelles. Le deuxième volet, c'est après, est-ce que dans cette quête de vivre pour soi, d'avoir un chez-soi, est-ce qu'il y a quelles sont les structures qui vont permettre finalement cette sécurisation dont ont besoin les personnes? Est-ce que c'est une équipe, quelqu'un qui est chez lui, c'est une équipe qui va passer régulièrement voir ce qui se passe, sachant qu'on sait très bien de l'expérience des familles, c'est que ça tient un moment et qu'après, voilà, les gens sont quand même moins suivis. Est-ce que c'est de l'habitat regroupé, de l'habitat inclusif? Pour les familles, souvent la demande que nous avons, c'est qu'est-ce qui existe comme habitat inclusif, qui est actuellement dans la région, qui semble être ce lieu où les personnes qui présentent une problématique générale à peu près identique. Quel est ce lieu qui vont permettre de vivre et autonome, mais en même temps d'avoir un accompagnement au long cours structuré. Il y a quand même un accompagnement au long cours structuré qui permet au sein de cet habitat d'élaborer un projet, de continuer à élaborer un projet de vie. Et ça, c'est une demande des familles. Je ne parle pas après de la spécificité je dirais, du placement aussi en foyer, qui est aussi une solution. Certaines familles nous disent, mais heureusement qu'il y a ça, parce qu'on ne peut plus, et c'est notre demande. Une question de fond qui est posée quand même, c'est comment accéder à l'emploi, au logement, excusez-moi. Comment accéder au logement si je veux y accéder tout seul? Voilà, c'est ça. Et que je présente comme revenu un RSA, voilà, c'est tout ce que j'ai à présenter, que quand je vais voir mon bailleur, je dis je travaille pas. C'est quand même pas une bonne porte d'entrée, quoi, en fait. Et ça pose la question du fond des bailleurs sociaux. Il faut des bailleurs sociaux qui connaissent la spécificité du handicap psychique et qui se lancent là-dedans, je dirais, par militantisme, parce qu'on y croit, quoi. Et c'est vrai que c'est une des demandes des familles, ouais, tout à fait. C'est vrai qu'on va approfondir cette question de l'accès au logement avec Thibaut Ludwig. Vous êtes chef de service de l'association Appui à Mulhouse. Vous menez des actions d'hébergement et d'accompagnement social et médico-social. Est-ce que déjà vous accompagnez beaucoup de personnes en situation de handicap psychique? Quelle est leur place au sein de votre association? Alors, il faut savoir que l'association Appui, c'est environ 3000 bénéficiaires, personnes accompagnées, sur essentiellement 2 pôles d'accompagnement, un pôle protection et un pôle inclusion. Et les deux sont très concernés par la question du développement social, et donc non seulement leur propre action, mais aussi des changements de l'environnement. Pour ce qui concerne la spécificité des personnes qui vivent avec une singularité psychique, bien sûr l'ensemble des actions est concerné, mais on développe des réponses spécifiques. Moi, je suis chef de service d'un des projets de l'association Appui, un service d'hébergement d'urgence qui a développé une action spécifique qui s'appelle le projet Housing First, qui concerne la mise en logement indépendant, personnel, de 33 personnes qui ont connu le sans-abrisme, les addictions, et qui sont concernées par un trouble psychique, un trouble psychiatrique et une difficulté de santé mentale. Donc ce sont 33 personnes qui cherchent à stabiliser leur résidence. Donc voilà pour un premier élément de réponse sur le nombre. Après, j'ai de nombreux éléments de contribution à ce que vous disiez, puisque à la fois sur la nécessité d'avoir des projets spécifiques et sur l'engagement des personnes qui sont gestionnaires de logements sociaux ou privés, il y a des réponses. On va pouvoir y venir. On en est où justement aujourd'hui, pour prendre l'exemple de Mulhouse? Alors, Mulhouse est territoire de mise en œuvre accélérée du logement d'abord, ce qui signifie en fait que l'État peut déployer à Mulhouse des dispositifs qui n'existent pas encore sur d'autres territoires. Concernant le logement en général, pas simplement pour les personnes qui ont un handicap psychique, pour toute personne qui rencontre une difficulté de logement. Et ça veut dire aussi qu'il y a une attention particulière du national sur le territoire mulhousien.
Et pour les personnes, si on prend le cas spécifique des personnes souffrant de troubles psychiques, déjà, quels sont les freins au logement? Si elles veulent avoir un logement, elles toutes seules, c'est quoi les premiers freins? Alors, j'ai envie de dire, au-delà des conditions techniques et économiques, il y a la question du regard. C'est-à-dire que lorsqu'on va prononcer cette expression de handicap psychique ou de pathologie mentale, ou voilà, ça fait appel à des représentations. Et ces représentations, aujourd'hui, on cherche à les combattre, et on les combat notamment grâce à la parole des personnes concernées elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles-mêmes, elles ne se définissent plus aujourd'hui comme des personnes malades ou handicapées. Elles peuvent se définir comme des personnes qui vivent avec une singularité psychique. Et dès lors, ça les rétablit dans une forme d'égalité, puisque nous sommes tous singuliers finalement. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête des uns des autres. Et du coup, ça remet sur un pied d'égalité les, je crois, 6% de la population qui vivent avec une singularité psychique de type schizophrénie, d'avec les neurotypiques que nous sommes. Et vous, comment vous facilitez l'accès au logement? Comment vous accompagnez ces personnes singulières? Alors, pour ce qui concerne le projet Housing First, l'enjeu est de stabiliser sa résidence personnelle. Et donc, il faut faire du cousu humain. Il faut que ce soit un projet qui émane de la personne. Donc, la première des choses qu'on fait, c'est une offre de rencontre. C'est-à-dire, on tisse du lien, on rencontre la personne là où elle se trouve, qu'elle soit à la rue, en squat, en service hospitalier, dans un centre d'hébergement où on leur demande de chercher une solution rapidement dans les mois qui viennent, il va falloir qu'elles s'en aillent, etc. Là, on renverse le parcours habituel et on leur dit non, avec ce qu'on vous propose, c'est d'accéder de façon prioritaire à un chez-soi, avant que vous ayez résolu le reste de vos difficultés, avant que vous n'ayez stabilisé votre traitement, avant que vous n'ayez trouvé de l'emploi, avant que vous n'ayez retrouvé des liens sociaux. Dès lors, il y a un ensemble de demandes qui peut émerger. Ça peut aller de demandes de soutien ponctuel, ou ça peut aller de demandes qu'on leur fiche la paix, parfois. Quand on rentre dans un logement qu'on a vécu en rue ou dans des centres d'hébergement, si on a des droits ouverts à la location adulte handicapé, que le loyer est payé, on est comme tout le monde. Puisque en France, l'obligation qui est faite aux personnes qui veulent occuper un logement, c'est de payer leur loyer, c'est d'assurer leur logement et de l'occuper de façon qu'on appelle la jouissance paisible. Dans le temps, on disait en bon père de famille, tout le monde n'étant pas père de famille. Faut savoir que pour des personnes, ça nécessite du temps. Et donc, dans notre projet, on développe le fait on insiste beaucoup sur le fait que il ne doit pas y avoir de durée préalable pour l'accompagnement. J'entendais monsieur tout à l'heure qui disait pour les familles se pose la question de l'offre sur le territoire. Une partie de l'offre peut être de dire que l'accompagnement est aussi longtemps que nécessaire, il sera présent. Il sera présent par des équipes qui rassemblent plusieurs métiers, des équipes qu'on appelle pluridisciplinaires, psychologues, infirmières, experts en réduction des risques pour ce qui nous concerne, puisque souvent les personnes, on ne leur demande pas d'arrêter leur consommation. La consommation est une tentative déjà de réponse qui parfois peut présenter des risques à une souffrance, et on ne demande pas comme préalable à la personne d'arrêter de consommer des produits psychoactifs ou d'arrêter de consommer de l'alcool pour avoir un chez-soi. Elle a besoin d'un chez-soi pour pouvoir retrouver la maîtrise de sa consommation. Voilà, pour un premier élément de réponse. C'est très bien. Et justement, l'accès au logement, comment influe l'accès au logement sur des troubles psychiques, sur cet état de maladie en fait qu'on a? Alors, ce que je peux dire, c'est ce que je rencontre tous les jours. C'est-à-dire que des personnes s'approprient un chez-soi de façon atypique. Dans les services qui accompagnent les personnes, il y a souvent des professionnels qui sont eux-mêmes marqués par des représentations où le salon doit comporter un canapé, une table basse, la cuisine, une table et des chaises et de quoi se faire à manger, et que la chambre, c'est un lit, une armoire, etc.
Les personnes qu'on rencontre organisent leur chez-soi de façon singulière. Parfois, elles utilisent la pièce qu'on aurait utilisée comme chambre pour stocker leurs effets personnels et elles rassemblent dans un seul lieu tout ce qui leur sert à vivre au jour le jour. Le canapé devient très souvent le lieu où elles s'endorment, où la table basse devient l'endroit où elles mangent et elles regardent la télé, elles reçoivent leurs visiteurs quand elles en ont, ou elles hébergent même souvent quelqu'un qu'elles ont connu dans leur parcours de galère. Et donc, ne pas imposer des normes fait partie d'un facteur de réussite, parce que sinon, les personnes vont choisir un autre itinéraire que de garder leur logement. Si on souhaite qu'elles gardent leur logement, il faut qu'on soit souple et qu'on ajuste encore une fois notre regard sur leur mode de vie au quotidien. Et est-ce que comme l'emploi est un facteur de dignité, enfin c'est quelque chose, voilà, c'est de la dignité pour ces personnes atteintes de troubles psychiques, est-ce que le logement c'est pareil? C'est aussi, bah voilà, on a son chez-soi, c'est quelque chose de digne, on n'est pas malade, c'est quelque chose d'inclusif. C'est à la fois un facteur et un préalable au rétablissement des personnes, mais c'est aussi une énorme pression. Raison pour laquelle on se bat beaucoup pour que notre action soit aussi durable que de besoin, jusqu'à ce que la personne puisse recourir aux services qui existent, comme les services d'accompagnement à la vie sociale, les groupes d'entraide mutuelle ou des groupes d'autosupport. Voilà. C'est une énorme pression. Les gens disent, par exemple, on a des personnes qui ont des opportunités de logement puisqu'on a des outils incitatifs pour les propriétaires à louer leur logement. On a une agence immobilière à vocation sociale qui permet de capter du logement privé, de le sous-louer un temps aux personnes et ensuite que le bail glisse à leur nom. Et quand ils se retrouvent seul à seul face à leurs responsabilités avec les propriétaires en lien direct, là on a besoin encore de médiatiser ce rapport pour pas que la pression soit trop lourde et que ça réactive des conduites d'échec finalement. Et quel avenir pour l'accès au logement pour ces personnes atteintes de troubles psychiques? Est-ce que dans votre programme, il y aura plus de personnes qui seront concernées? Vous allez accompagner encore plus de personnes? Enfin, comment ça va évoluer sur le territoire mulhousien? Alors, sur le territoire mulhousien, on espère beaucoup pouvoir obtenir le développement d'un dispositif spécifique qui consiste à faire ce qu'on sait faire là, ce que je vous exposais par le projet Housing First, qui s'appelle le dispositif Un chez soi d'abord. C'est un dispositif qui finance correctement et qui propose les méthodologies adaptées pour le rétablissement des personnes qui ont connu la rue, les addictions, etc. C'est le modèle dont on s'inspire déjà aujourd'hui. Mais plus largement, ce modèle-là vient rendre lisible la nécessaire collaboration entre des métiers pluriels, des métiers d'inclusion professionnelle, des métiers de formation, des métiers de logement des personnes, puisque aujourd'hui les personnes qui vivent avec une singularité psychique doivent trouver leur place aux côtés d'autres personnes qui ont d'autres difficultés et aussi des forces. Et encore une fois, qu'on change le regard sur cette logique où il faut être capable d'eux avant d'aller dans un logement. Non, il y a besoin d'un logement pour être en capacité de mener sa vie. Les bailleurs sociaux sont présents, alors pas seulement à Mulhouse, mais sur tout le territoire. Les bailleurs sociaux sont engagés. Maintenant, il faut qu'ils puissent bénéficier d'aide à construire du logement social. Et je rejoins ce qui était dit tout à l'heure en disant que tout le monde ne peut pas vivre dans un logement isolé, un petit studio, un F1 disséminé sur le territoire. Certains le peuvent à condition qu'il y ait un lieu centre dans lequel se socialiser ou une offre de rencontre qui soit faite par ailleurs et durable pour pouvoir avoir des liens sociaux et ne pas se retrouver isolés. Mais d'autres ont besoin que ces liens sociaux aient lieu directement à portée, puisque sinon l'inhibition, c'est-à-dire la barrière qui empêche le passage à l'action, est trop difficile à lever et on se retrouve avec des personnes qui vivent repliées sur elles-mêmes. Il y a des exemples positifs, des petits collectifs de type résidence d'accueil pour les personnes qui vivent avec une singularité psychique qui se montent ici et là. Il y a des programmes qui existent, encore une fois, il faut permettre le cousu humain, le développement de ces programmes, leur évaluation pour démontrer que ça fonctionne. On arrive à la fin de cette émission et je trouvais que l'expression le cousu humain, c'est un peu ce qui définit en fait, que ce soit pour l'emploi, la formation, le logement. En fait, il faut s'adapter aux troubles psychiques, faut que l'extérieur ouvre le regard, si j'ai bien compris, sur ces personnes-là qui ont
des savoirs, enfin, qui peuvent s'adapter à la société, mais il faut être plus ouvert aussi. Enfin, je pense que c'est un peu la conclusion que j'ai envie d'apporter à cette émission. Dites-moi si je me trompe ou si vous êtes d'accord. Pour moi, c'est ça, c'est regarder la personne et pas uniquement la maladie psychique. Voilà. Ouais. Merci mesdames, merci messieurs. L'emploi, la formation, le logement, on l'a vu, ce sont des facteurs discriminants. Ils contribuent pourtant à la stabilisation de la maladie. Leur accès reste encore compliqué, mais des choses se mettent en place. Nous en avons vu un petit panel. Merci pour vos interventions. Je rappelle, cette émission a été tournée dans le cadre des semaines d'information sur la santé mentale. C'était notre thème 4, notre dernier thème au sujet des discriminations et de l'inclusion sociale. Merci de nous avoir suivis.